Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous les auditeurs de Westrack. Alors, cet après-midi, j'aborde la question suivante. Question effectivement qui a une certaine actualité avec les succès de l'intelligence artificielle. Les machines seront-elles bientôt capables de penser ? Alors, nous avons la conviction, en tant qu'êtres humains, d'être les seuls êtres capables de penser. Mais n'est-ce pas là une conviction tout à fait illusoire qui sera bientôt battue en brèche par les progrès de l'intelligence artificielle? Alors, je laisserai de côté la question de savoir si l'on peut parler d'une pensée animale et dans quelle mesure. Je me demanderai, en revanche, si on ne verra pas bientôt des machines capables de penser, c'est-à-dire des machines capables de penser aussi bien que nous, et peut-être même mieux. Qui aurait imaginé qu'un jour, un ordinateur serait capable de battre aux échecs le meilleur joueur mondial, Kasparov? Certes, on pourra objecter que si les ordinateurs sont capables d'effectuer en un temps record des calculs d'une extrême complexité, ils ne font que résoudre des problèmes pour lesquels les hommes les ont programmés. Ces ordinateurs ne font qu'exécuter un programme dont ils ne sont pas l'auteur. Mais qui nous dit qu'un jour, on ne parviendra pas à construire des machines capables de se reprogrammer elles-mêmes et qui pourront alors échapper aux apprentis sorciers qui les auront conçus? Le progrès de l'intelligence artificielle est tel, il est tellement rapide, qu'il est aujourd'hui permis de l'envisager. C'est ce que prédit en tout cas ce grand prophète du transhumanisme, Ray Kurzweil, le directeur de l'Université de la Singularité qui se trouve dans la Silicon Valley. Et si l'on en croit Bill Gates, le richissime patron de Google, dont l'entreprise finance généreusement les recherches de l'Université de la Singularité, eh bien Ray Kurzweil est aujourd'hui la personne la plus qualifiée qu'ils connaissent pour prédire l'avenir. Et si Bill Gates le dit... Alors qu'est-ce qu'on entend par le transhumanisme? Il s'agit ici à la fois d'une idéologie, d'un mouvement qui se propose d'améliorer l'espèce humaine en augmentant toutes ses capacités et qui va même jusqu'à envisager son remplacement par une nouvelle espèce, une espèce post-humaine, qui résulterait d'une hybridation entre l'homme et la machine. Ainsi, les performances et la durée de vie seraient considérablement augmentées et ce post-humain pourrait s'affranchir des limites de la condition biologique humaine, c'est-à-dire la vieillesse et la mort. Alors pour Ray Kurzweil, les ordinateurs que l'homme a construits jusqu'ici, aussi performants soient-ils, ne sont dotés que d'une intelligence faible. Mais selon lui, on sera bientôt capable de construire des machines dotées d'une intelligence forte. Autrement dit, des machines qui seront capables de se reprogrammer elles-mêmes et qui seront capables de sensibilité, de conscience et de réflexion, tout comme l'homme. Et Ray Kurzweil est convaincu que cela se réalisera dans un futur assez proche. Alors, cette révolution technologique, si elle a lieu, entraînera un élargissement du domaine moral. En effet, dès lors que l'homme ne sera plus le seul être intelligent capable de conscience, il ne pourra plus prétendre avoir le monopole du respect et de la dignité. Ainsi que le stipule le manifeste transhumaniste dans sa dernière version qui date de 2012, le respect de la personne ne devra plus seulement viser les êtres humains, il devra s'ouvrir aux futures intelligences artificielles. Elles seront en effet, elles aussi, des personnes, c'est-à-dire des êtres doués de sensibilité, de conscience et de raison, des êtres capables d'autonomie. Aussi, ainsi, voilà le problème.
qu'il va nous falloir aborder. Les machines seront-elles un jour capables de penser ? Est-ce qu'elles seront un jour capables de conscience ? Pourront-elles un jour s'élever ainsi à la dignité de personne, comme le prédisent les transhumanistes ? Est-ce là une possibilité qu'on peut très sérieusement envisager ? Ou sommes-nous en pleine science-fiction ? Et ne doit-on voir dans cette idée qu'une croyance purement illusoire ? Si tel est le cas, bien sûr, il nous faudra expliquer pourquoi. Mais d'abord, pourquoi apparaît-il aujourd'hui possible de construire des machines qui pensent ? Si l'homme prétend construire de telles machines, c'est parce qu'il estime être en mesure d'expliquer la production de la pensée par des processus matériels. Il n'aurait pas ce projet si le cerveau humain ne lui apparaissait pas comme un ordinateur, dont les algorithmes permettent d'expliquer la production de la pensée. Alors pour y voir plus clair, il faut d'abord peut-être éclairer le terme de pensée. Ce terme ici doit s'entendre au sens large, pour désigner l'ensemble de nos états mentaux, l'ensemble de nos manifestations psychiques conscientes. Cela va ainsi de la sensation, comme la couleur ou la douleur, jusqu'au raisonnement mathématique, en passant par les émotions et les sentiments les plus élevés. Ainsi, ce que j'appelle ma pensée, c'est ce que je perçois du monde qui m'entoure, c'est ce que je comprends du sens des paroles que m'adresse mon voisin, ce sont les idées que j'ai sur moi-même, ce sont les jugements que je me forme sur telle ou telle question. En bref, ma pensée, c'est le paysage mental qui constitue ce que l'on appelle parfois, de manière assez vague, notre vécu subjectif. C'est cet ensemble, en tout cas, que nous résumons en parlant de notre pensée. Ainsi, donc, avant de savoir s'il est possible de construire des machines capables de penser, il faut savoir s'il est possible d'expliquer la pensée par des processus matériels comme ceux de notre cerveau. Alors depuis quelques années, on assiste à l'essor spectaculaire de ces nouvelles sciences que sont les neurosciences. Et leur but est d'expliquer comment des processus physiques peuvent donner lieu à des processus mentaux. Leurs recherches n'ont de sens, bien sûr, que si l'on renonce à considérer l'esprit à la manière des métaphysiciens comme Descartes, pour lesquels l'esprit est quelque chose d'immatériel, de radicalement distinct du corps, d'une nature radicalement différente de la matière. Ainsi, selon les neurosciences, la subjectivité de notre esprit doit pouvoir s'expliquer par les processus matériels de notre cerveau. Donc l'esprit ne doit pas être considéré comme une réalité séparée. Il a besoin du corps, et plus précisément du cerveau, pour exister. C'est là bien sûr une hypothèse, et non pas un fait acquis. Mais sans cette hypothèse matérialiste, les neurosciences ne peuvent pas en tout cas mener leurs investigations. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win.
place where we belong. Certes, il n'est pas nécessaire d'être savant pour observer que l'esprit a des rapports avec le corps et le cerveau. Mais ces rapports ne signifient pas nécessairement que le mental soit entièrement le produit du cérébral. Et s'il y a beau temps qu'on sait qu'une blessure à la tête altère les fonctions mentales, ou encore une consommation excessive d'alcool, les neurosciences ne se contentent pas de ce genre de grossières observations. Elles cherchent d'abord à savoir ce qui se passe exactement dans le cerveau quand on effectue un certain nombre d'opérations mentales. Et pour mener leurs recherches, elles disposent de moyens de plus en plus efficaces, notamment les techniques d'imagerie cérébrale. Alors celles-ci permettent aujourd'hui d'observer en direct ce qui se passe dans le cerveau humain à l'instant même où le propriétaire de ce cerveau accomplit différents types d'opérations mentales. Et grâce à ces techniques, on observe par exemple quelles zones du cortex sont actives lorsqu'un individu déplace la main pour saisir un objet, ou lorsqu'il imagine seulement ce geste sans l'effectuer, et enfin quand il se rappelle l'avoir fait. On observe encore quels neurones sont excités lorsqu'un sujet prononce ou écrit le nom de son fils, regarde une photographie de ce fils, ou bien l'imagine en son absence. Il est possible de mesurer, par l'imagerie cérébrale, les degrés de l'activité cérébrale qui vont de l'absence de conscience à l'éveil de conscience, et on peut ainsi déterminer qu'au moment où un individu parvient à voir ou à entendre quelque chose de précis, il y a comme un embrasement de son cerveau. Alors l'imagerie cérébrale n'est certes pas le seul moyen de connaître les rapports du cerveau avec l'activité mentale. L'étude des pathologies peut aussi nous en apprendre beaucoup. On peut en effet aujourd'hui cerner avec précision les bases organiques de certaines altérations mentales. Le phénomène de l'anosognosie, pas facile à prononcer, anosognosie. Eh bien, ce phénomène est ici un cas remarquable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anosognosie ? C'est l'incapacité pour un sujet de prendre conscience de la disparition ou même simplement de la paralysie d'un membre. On observe ainsi que lorsqu'un patient est frappé par une hémiplégie à gauche, c'est-à-dire lorsqu'il est paralysé des membres de son corps qui se trouvent à gauche, eh bien cette hémiplégie s'explique par une lésion de l'hémisphère droit du cerveau. Et dans ce cas-là, eh bien il n'est pas conscient de sa paralysie. Il souffre d'anosognosie. À l'inverse, c'est assez remarquable, quand la lésion concerne l'hémisphère gauche du cerveau et détermine ainsi la paralysie des membres situés à droite, eh bien le patient est tout à fait conscient de son état. Il ne souffre pas, dans ce cas-là, d'anosognosie. Alors dans toutes ces recherches, comme on a pu le comprendre, le but c'est toujours le même. Il s'agit de faire coïncider aussi précisément que possible les expériences et les facultés mentales avec l'activité cérébrale qui lui correspond. Mais l'ambition des neurosciences ne s'en tient pas là. Elle n'est pas seulement de s'en tenir à la description rigoureuse de ce qui se joue dans le cerveau quand en même temps se trouve effectuée une opération mentale. Son ambition est de parvenir à une explication de la production de la pensée par les processus matériels du cerveau.
En d'autres termes, il s'agit d'arriver, au fond, à expliquer la production de la pensée comme on peut aujourd'hui expliquer des fonctions comme la digestion, la respiration, par des processus physico-chimiques. Et c'est ici que le fonctionnement de l'ordinateur peut apparaître comme un bon modèle pour comprendre celui de la pensée. Ou sinon, on décrit les phénomènes mentaux à l'aide de réseaux d'unités simples, interconnectés, et c'est ainsi que, selon les neurosciences, le cerveau lui-même fonctionne physiquement. Le cerveau est en effet composé de ces unités simples que sont les cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, et ces neurones sont en réseau les uns avec les autres grâce aux connexions synaptiques. Ainsi, à partir de l'échange extraordinairement complexe des informations transmises par les connexions existantes entre les neurones, on doit pouvoir expliquer la production de toutes les pensées. Mais la complexité du cerveau est telle qu'on peut douter qu'on parvienne jamais à expliquer la production de la pensée à partir des processus cérébraux. Il suffit tout simplement ici de rappeler que le cerveau est constitué d'environ 100 milliards de neurones, dont chacun tisse avec les autres un réseau d'environ 10 000 synapses, pour avoir une idée de cette extraordinaire complexité. Et donc il y a ici à peu près 10 puissance 15 synapses dans le cerveau de l'homme, et en comptant 1000 synapses par seconde, il faudra au moins 30 000 ans pour les dénombrer tous. Mais s'il est difficile et peut-être impossible de s'expliquer, ou plutôt d'expliquer la production du mental à partir du cérébral, est-ce seulement à cause d'un problème de complexité ? Aurions-nous la possibilité de connaître de manière exhaustive les processus cérébraux sous-jacents aux phénomènes mentaux ? Aurions-nous la possibilité d'observer et de mesurer toutes les réactions chimiques, toutes les décharges électriques qui se produisent dans des réseaux de connexion physique ? Cela nous permettrait-il de comprendre vraiment comment du mental peut sortir de tous ces processus matériels ? Nous abordons ici ce qui fait essentiellement obstacle à une compréhension de la production du mental à partir du cérébral. En effet, les sciences nous permettent de mesurer des variations d'intensité, des impulsions électriques, des modifications physiques. Elles nous permettent de décrire des quantités, mais elles ne peuvent pas expliquer comment de ces processus physiques mesurables peuvent émerger des pensées qui sont des vécus psychiques qui ont un caractère foncièrement qualitatif. Une couleur, une odeur, un plaisir, un sentiment sont des qualités. Comment une science, qui ne connaît que le langage quantitatif de la mesure, pourrait-elle expliquer des vécus subjectifs comme la perception que j'ai du bleu turquoise, comme le goût de la cerise ou comme le parfum d'une rose que je respire ? Präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und der Auspuffrohre knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sieh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt und ich tu einfach weiter rennen.
La dimension irréductiblement subjective du vécu psychique fait obstacle à son explication par des processus physiques. Nous touchons là un point essentiel. En effet, il est impossible d'expliquer la pensée humaine dans sa dimension subjective parce qu'elle ne se réduit pas à un enchaînement d'opérations formelles qu'une machine peut tout aussi bien effectuer que nous, et même souvent bien mieux. Ainsi, le fonctionnement de l'esprit humain ne s'explique pas comme celui d'un ordinateur. Si c'était le cas, l'esprit humain ne serait pas tributaire du cerveau et du corps avec lesquels il se trouve en rapport, puisqu'il pourrait fonctionner dans n'importe quel autre système matériel. Et on pourrait ainsi le répliquer sous forme informatique. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'envisagent les adeptes du transhumanisme, en imaginant qu'il sera un jour possible de télécharger la conscience d'un homme sur des matériaux inaltérables comme du silicium. Il serait ainsi possible, selon eux, de séparer donc la pensée du corps et par ce moyen de la rendre immortelle. Or, nous allons voir, il est impossible d'affranchir la pensée et la conscience humaine des limitations de leurs conditions biologiques. En conséquence, il sera impossible de construire artificiellement des machines qui seraient capables de penser comme l'être humain. L'expression d'intelligence artificielle est source de confusion. Elle tend à nous faire croire que l'intelligence humaine est de même nature que les opérations formelles d'un ordinateur. On se représente alors la pensée comme pouvant être séparée du corps et transférée dans d'autres systèmes matériels. Or, la pensée et le corps ne peuvent pas être ainsi séparés. Et pour le montrer, je m'appuierai sur ce grand philosophe, ce vieux philosophe qui s'appelle Descartes, philosophe qui est souvent très mal compris en réalité. Et s'il est vrai que pour Descartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit et le corps sont des réalités de nature radicalement distinctes, elles sont cependant inséparables en l'homme. En l'homme, l'esprit et le corps sont inséparables. Ils forment un tout indécomposable. Pour le dire autrement, notre pensée est toujours une pensée incarnée. Nous pensons parce que nous sommes des êtres de chair. Et comme le dit tout simplement Descartes dans sa dernière méditation métaphysique, voilà, je cite son propos, l'âme, alors il dit l'âme, on pourrait dire l'esprit, c'est la même chose pour lui, l'âme n'est pas dans le corps comme un pilote dans son navire. Cela signifie tout simplement que mon corps n'est pas quelque chose d'extérieur à moi. Je n'ai pas un corps comme on a une voiture, ou comme le pilote se trouve sur un navire, et il peut en sortir. Et si on n'est pas convaincu de cela, il suffit de prendre un exemple. Quand mon corps est blessé, je ne constate pas sa blessure comme on remarque de l'extérieur une éraflure sur la peinture de ma voiture. La blessure n'est pas simplement un phénomène physique localisé que j'observe de l'extérieur. C'est un phénomène inséparablement physique et mental qui envahit ma conscience. Ainsi, quand je suis blessé, je dis « j'ai mal ». C'est moi qui souffre et non pas un corps étranger. C'est moi qui souffre à la première personne. Aussi, s'il est vrai qu'on peut fabriquer des machines capables de battre des champions d'échecs, capables de calculs extraordinairement complexes, jamais en revanche, on ne pourra fabriquer une machine qui aura mal aux dents, qui éprouvera des sensations, des sentiments, une machine qui fera l'expérience de ses propres états à la première personne du singulier. L'intelligence humaine n'a donc rien à voir avec une pure capacité logique. C'est une intelligence de situation. C'est une intelligence enracinée charnellement et ouverte au monde extérieur par la conscience. Ainsi, penser, ce n'est pas simplement penser que, ce n'est pas simplement enchaîner logiquement des pensées, mais penser, c'est surtout penser à.
C'est-à-dire, c'est se rapporter à une chose ou un état de choses que je me représente en dehors de moi. Pour le dire autrement, la pensée est avant tout un rapport au monde. Et s'il est vrai qu'elle ne peut pas exister sans le cerveau, elle ne peut pas s'expliquer simplement par ce qui se passe dans le cerveau. Le sens qui est produit par la pensée est tout entier dans ce rapport qu'elle établit avec autre chose qu'elle, qui est extérieur à elle. Ainsi, le sens de ma pensée ne se loge pas dans la machine d'un cerveau, il ne résulte pas de connexion synaptique. Pour le comprendre, voyons ce qu'il en est par exemple du langage. Une machine, aussi performante soit-elle, ne sera jamais capable de parler, c'est-à-dire d'exprimer un sens par ses paroles. Et là encore, c'est notre grand Descartes qui, dans la 5e partie de son discours de la méthode, montre bien pourquoi une machine ne peut pas parler, c'est-à-dire en fait exprimer une pensée. Alors dans cette 5e partie du discours de la méthode, Descartes pose une question très simple. Si nous étions capables de fabriquer des machines qui imitent à la perfection un être humain, au point qu'on pourrait presque s'y tromper, à quoi reconnaîtrions-nous, malgré tout, que ces machines ne sont pas des hommes? C'est-à-dire qu'elles ne pensent pas, en fait. Alors, première hypothèse, est-ce que c'est parce qu'elles seraient incapables de prononcer des paroles? On sait bien que non. Nous sommes capables de produire des machines qui prononcent des paroles et qui imitent parfaitement la voix humaine. Des poupées, qui disent papa, maman, enfin, qui disent un tas de choses même. Deuxième hypothèse, est-ce que c'est parce que ces machines ne pourraient jamais énoncer qu'un nombre limité de phrases? Aucunement. Alors c'était peut-être vrai du temps de Descartes, mais aujourd'hui ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai du tout. Nos ordinateurs sont aujourd'hui capables de combinaisons illimitées, c'est-à-dire de produire ainsi une infinité de phrases en combinant des mots. Alors, qu'est-ce qui nous permettrait vraiment de remarquer que ces machines ne sont pas des hommes, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de penser? Je cite Descartes, au fait qu'elles seraient incapables, dit-il, de répondre au sens de tout ce qui se dira en leur présence. Incapable de répondre au sens de tout ce qui se dira en leur présence. C'est-à-dire, si une machine ne pense pas et ne parle pas, c'est bien parce que sa parole ne répond pas au sens de ce qui se dit en sa présence. Elle est incapable de produire une phrase originale qui soit en rapport avec une situation inédite. Et parler, vous voyez, ce n'est pas simplement être capable de produire une infinité de phrases possibles, c'est être capable d'inventer à chaque fois une phrase en rapport avec une situation qui n'est jamais la même que celle que j'ai vécue, qui est toujours nouvelle, et ces situations sont en nombre imprévisible. Elles sont en nombre illimité. Conclusion, vous serez peut-être déçus, mais ce n'est pas demain que nous pourrons nous entretenir avec nos frères les robots. Merci de votre écoute. Out on the winding, windy moors, we'd roll and fall in green. You had a temper like my jealousy, too hard, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, I loved you too. Bad dreams in the night. You told me I was going to lose the fight. Leave me